1885, le couple que forment Roger et Marthe de Molène bat de l'aile. Les deux époux se tirent dans les pattes et ne voient plus qu'une seule solution, même pas un an après leur mariage, le divorce. Sauf qu'en 1885, le divorce, c'est avant tout un péché, mais surtout une affaire longue, complexe et très coûteuse qui entache les réputations. Il faut apporter des preuves solides qu'il y a eu dans le couple une ou plusieurs fautes graves, et ce qu'on dit moins, c'est que pour celui qui perd le procès en divorce, il y a de très grosses conséquences. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de l'affaire de Molène. Rappelez-vous, quand Roger de Molène, qui est tout de même comte, épouse Marthe Chanteau, la fille du riche pharmacien Charles Chanteau, ses finances sont au plus bas. Il est même fauché comme les blés, si bien que sa propriété de Turçay, un très beau château hérité de ses parents, est hypothéquée en partie depuis plusieurs années. Pas le meilleur bougre à épouser donc. Mais voilà que dans le cadre de la procédure de séparation de corps que demande Marthe fin 1884, par mesure conservatoire, elle fait poser des scellés sur le mobilier de cette fameuse propriété de Turçay. C'est assez courant à l'époque, c'est comme une saisie, ça empêche simplement le propriétaire d'en faire quoi que ce soit. Par exemple, revendre très vite et partir avec l'argent. Mais plus intéressant encore, le tribunal de la Seine condamne Roger de Molène à payer à sa future ex-femme une somme de 3000 francs par mois ad litem, c'est-à-dire en attendant le procès. Pour un gars qui n'a plus un rond, vu que c'était elle qui l'entretenait, il est vraiment dans une mauvaise posture. Mais il y a pire, ce n'est pas fini. Vu comme ça, on se dit que la petite Marthe va le saigner. Vous vous souvenez peut-être aussi qu'au tout début de cette saison, je vous ai parlé de la dot colossale que papa Charles Chanteau a donnée à sa fille pour faire un bon mariage. 150 000 francs à la base, c'est énorme. Bon, on sait de sources sûres que Roger a filé 54 000 francs à une de ses maîtresses le lendemain de son mariage. Mais le reste, il est où ? Eh bien, sachez qu'il a tout dépensé, ou presque. À Roger de Molène, il ne reste plus que 22 000 francs. Et alors, c'est pas comme s'il devait rembourser la dot s'il divorçait pour faute grave. Ah si ? Ah eh bien si, c'est la très mauvaise nouvelle pour de Molène, qui ne serait pas mécontent de revenir à sa vie de célibataire s'il n'était pas dans cette situation très délicate où sa femme le traîne en justice et où il risque d'être endetté jusqu'au cou. Parce que dans cette histoire de divorce, si le procès ne tourne pas en sa faveur, il doit non seulement rembourser les 150 000 francs de la dot originelle, mais aussi tout l'argent que sa belle famille a donné pour les faire vivre le temps de leur mariage. Comment vous dire que ces deux-là vivaient très chiquement, avec des domestiques à foison et qu'ils ne se privaient de rien ? Pareil, tout l'argent dont Roger s'est servi pour tromper Marthe tous les jours ou presque de son mariage, hop, à rembourser à sa femme. N'est-ce pas un peu ironique ? Évidemment, pour se sortir de ce guêpier qui va lui coûter très cher, Roger de Molène n'a pas le choix que de gagner son procès en divorce. Sa seule solution, c'est alors de calomnier sa propre femme en l'accusant d'homosexualité, en espérant que les jurés trouveront ça tellement décadent et honteux de sa part qu'ils en oublieront toutes ses frasques à lui et lui donneront gain de cause. Du genre, entre hommes, on s'entraide. C'est dans cette ambiance de dissentiment profond entre les époux de Molène que la première journée de procès doit se tenir. Pour ça, ils sont tous les deux convoqués à Dijon le 9 novembre 1886 par leurs avoués respectifs. Pour info, les avoués, ce sont des professionnels du droit qui avaient des fonctions similaires à celles des avocats, dans le sens où ils représentaient et assistaient les différentes parties dans les affaires judiciaires en cour d'appel ou dans les tribunaux de grande instance. C'est un métier qui a disparu d'ailleurs en 2012 officiellement, donc assez récemment. L'avoué de Marthe Chanteau, maître Vauvillain, et celui de Roger de Molène, maître Bourgeat, ont, par le plus grand des hasards, leurs études qui se font face à Dijon, dans la rue du Palais. Lorsque les époux de Molène sont convoqués à Dijon ce jour-là, aucun des deux ne sait que l'autre l'est. Marthe, qui était dans sa famille à Paris, prend le train jusqu'à Dijon, et Roger vient, lui, du Puy-de-Dôme, où il s'est réfugié quelque temps, en attendant que le procès démarre. Par habitude, tous les deux descendent au même hôtel, l'hôtel de la Cloche. Avouez que c'est pas de chance, même quand vous essayez de vous débarrasser de votre moitié, elle vous suit partout.
Lorsqu'il arrive à l'hôtel, Roger ne sait pas que sa femme y est aussi. Le propriétaire de l'hôtel, qui connaît très bien le climat chargé entre les époux de Molène, et secret professionnel oblige, ne veut rien dire, peut-être ayant peur pour la vie de Marthe. Faut dire qu'il le connaît, le Roger, et qu'il sait surtout son penchant pour l'alcool et les claques conjugales. Mais de Molène le presse tant de questions que l'homme finit par craquer et avoue que oui, Marthe a bien pris une chambre en arrivant ce matin. De bon matin donc, Roger se rend chez son avoué, maître Bourgeat. Il rentre ensuite à l'hôtel pour déjeuner, puis se rend à nouveau rue du Palais aux alentours de 4h30. Avant d'entrer dans l'étude, il aperçoit de l'autre côté de la rue la voiture estampillée par l'hôtel de la Cloche, stationnée devant la porte de l'étude d'en face. Sa femme est donc là, elle aussi. Il en est persuadé. Pour s'en assurer, il va jusqu'à questionner le cocher de la voiture qui se trouve en face de lui. Le cocher, n'ayant aucun soupçon, ne voyant aucun mystère à conduire en plein jour un vieillard et une dame plus jeune, dépeint les deux voyageurs qu'il a conduits jusqu'ici au mieux. Ces deux voyageurs, ce sont Marthe Chanteau et son grand-père bien-aimé, Monsieur Boissin. Le cocher trouve ce gars-là tout de même un peu indiscret. Mais lui répond très détendu « J'ai aussi affaire là, mais je vais attendre que ces personnes soient sorties. » Un beau mensonge qui n'éveille chez son interlocuteur aucune inquiétude. Alors qu'il a lui-même rendez-vous, Roger préfère patienter et se tient presque un quart d'heure dans l'encoignure de la porte cochère, puis, comme pour se donner une contenance, il entame la conversation avec le cocher qui patiente aussi. En vérité, il est à l'affût de la sortie de sa femme. Il a ouvert son pardessus et de temps en temps, il porte la main droite à la poche de son vêtement comme pour s'assurer de la présence d'un objet. Marthe sort en première, est suivie de son grand-père, Monsieur Boissin, puis suit directement derrière l'avoué maître Vauvillain. En apercevant sa femme, Roger, qui est caché dans le recoin de la porte, s'avance rapidement et lui barre le chemin avant de lui demander « Eh bien, Marthe, où en sont nos affaires ?» Elle ne répond pas, mais le grand-père prend la parole et lui dit seulement sur un ton froid « Adressez-vous à ces hommes d'affaires. » Roger de Molène tire alors le revolver qui attendait sagement dans la poche de son pardessus et vise sa femme, le canon braqué sur son visage. Instinctivement, elle se baisse. Instinctivement aussi, le grand-père se place entre elle et le canon du revolver, faisant rempart. 2 coups retentissent, à une distance de 1 ou 2 secondes à peine, et l'homme de 75 ans s'effondre ensanglanté. L'avoué de Marthe a heureusement juste le temps de l'entraîner à l'intérieur de la cour et de refermer le portillon à temps, laissant le grand-père sur le pavé et le cocher abasourdi devant la scène. 2 agents accourent presque de suite pour arrêter Roger et surtout le désarmer. À celui qui lui passe les menottes, il glisse un mot. « Si j'avais voulu la tuer, je ne l'aurais pas manqué. » Les 2 balles qu'il a tirées ont atteint le grand-père à la partie inférieure et à la partie supérieure du thorax. Celle qui a atteint le rein peut être extraite, mais l'autre, à l'estomac, ne sera jamais retrouvée. Son pronostic vital est engagé un certain temps, mais il se remettra après de longs mois de convalescence. Ce qu'il faut retenir de cette scène en pleine rue, c'est qu'il y a préméditation de la part de Roger de Molène et double tentative de meurtre. Quand on l'interroge, M. de Molène explique qu'il n'a jamais eu l'intention de frapper le grand-père. Super, il ne voulait donc tuer que sa femme à la base. Sauf que pour la justice, qu'il ait prévu ou non de tirer les 2 balles dans la même personne, ça ne change rien au chef d'accusation. Il explique « Je voulais punir ma femme qui déshonore depuis 2 ans mon nom et ma famille. Quant à son grand-père, s'il a été atteint, c'est en essayant de détourner le coup qui était destiné à sa petite fille. J'ai envie de vous dire que le gars est honnête pour une fois, mais que ça ne va pas lui venir en aide. » Sa défense est donc basée sur le fait qu'il n'aurait tiré qu'un seul coup de revolver volontairement, destiné à sa femme, et que le deuxième serait parti de manière fortuite. Petit problème, les experts armuriers, qui récupèrent directement l'arme, considèrent qu'elle était sûre, et qu'il est impossible qu'un coup soit parti sans intention de le faire. Je pense que vous l'avez compris, le procès dont je vais vous parler maintenant est en fait un procès pour double tentative de meurtre, et plus du tout un procès pour divorce. Évidemment, rien n'est effacé pour de bon, et donc, quoi qu'il arrive, qu'il soit condamné ou non pour ce nouveau forfait, Roger de Molène devra rembourser la dot et tout l'argent dont il a bien profité s'il perd le procès en divorce. Et vu comme c'est parti,
On a du mal à croire qu'il peut en être autrement. Le 28 février 1887, dès 9h du matin, les abords du palais de justice de Dijon sont envahis par des groupes compacts de journalistes. Ceux qui ont une carte de presse se mettent directement sur les places laissées à leur disposition. Les autres s'agglutinent dans les coins. Les témoins arrivent successivement et à 9h30, le prétoire est complètement garni. Monsieur Boissin, le grand-père de Marthe, entre en premier. Il est pâle et paraît encore souffrant. À 9h45, entre enfin Monsieur de Molène sur le banc des accusés. Il a une tenue très correcte, porte la barbe taillée, les cheveux ras, il est vêtu d'un pardessus brun et ganté de gants de même couleur, un mouchoir émerge de la poche de son pardessus, il est venu très chic. Vu comme ça, il a l'air d'un homme très sympathique, mais très fatigué. Madame de Molène, née Chanteau, arrive presque en même temps. Elle est blonde, très pâle aussi. Elle est vêtue très simplement d'un manteau noir avec une pèlerine et coiffée d'un chapeau en velours noir. Son visage est abrité d'une voilette assez épaisse. Presque une allure de deuil. La presse parisienne est largement représentée pour ce procès. On y retrouve notamment des journalistes de l'Intransigeant, du Rappel, de la Lanterne ou encore du Figaro. La presse locale est au grand complet. Faut dire qu'une tentative de meurtre en pleine rue à Dijon, à l'époque c'est pas tous les jours quand même. C'est le président des assises lui-même qui a fait préparer la salle pour que les journalistes soient tous à leur aise, c'est assez rare pour le souligner. À 10h30, la cour fait son entrée et le président lit l'acte d'accusation qui prend des plombes, mêlant la tentative de meurtre avec le divorce, parce que bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. À la lecture de l'acte d'accusation, Roger écoute attentivement et sa femme baisse les yeux, semblant se désintéresser de ce qui se passe autour d'elle. Elle se porte partie civile et demande 1 franc symbolique de dommages et intérêts, comme pour montrer sa bonne foi. Le président fait remarquer à Roger que sa réputation est loin d'être brillante, que partout où il est passé, on lui a trouvé un caractère vif et emporté, et que son existence est celle d'un débauché la plupart du temps, qu'il boit de l'absinthe et qu'il est souvent ivre. Ce à quoi il répond « Mes relations me mettent à l'abri de telles accusations ». Ça vous donne une bonne idée du bonhomme. Le noble un peu trop privilégié à la base, et un peu aigri maintenant qu'il n'a plus rien. Pour tenter de porter l'attention sur sa femme, il explique qu'après son mariage, son ancienne maîtresse lui adressait encore des lettres, bien qu'il n'ait plus de relation avec, et que sa femme, en ayant eu connaissance, entretenait elle-même une relation avec l'ancienne maîtresse. Malheureusement pour lui, des témoins appelés à la barre déclarent que Marthe avait fait à son mari beaucoup de reproches au sujet de cette correspondance entretenue, et que Roger l'avait alors menacé en lui promettant « Si tu parles, je te tuerai ». Plus tard, lorsque le président évoque la pose des scellés dans son château de Turçay, des témoins expliquent que Roger de Molène a été pris d'une vive exaltation et qu'un revolver à la main, il a proféré à nouveau des menaces de mort pour sa femme en criant « Ce soir, je tuerai Madame de Molène ». Mais lorsque le président lui relate ces faits, il se défend par un simple « Mes paroles ont été mal interprétées ». Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça plutôt clair pourtant. Encore une fois, sa seule arme pour ce procès, c'est de faire passer sa femme pour une débauchée, et pour ça, il énonce 3 faits. D'abord, en août 1884, Marthe aurait tenu des propos cyniques et immoraux devant sa cousine, mademoiselle Boissin, mais pas de preuve de ça. Ensuite, Marthe aurait pendant une promenade fait signe à des galantes sur le bas-côté en disant qu'elle les connaissait bien. Enfin, il l'a toujours soupçonnée d'entretenir une liaison avec un vicomte du coin. Aucune de ces 3 accusations ne peut être prouvée, sûrement parce qu'elles sont inventées de toutes pièces. À la fin, la parole est donnée à monsieur l'avocat général Bernard. Dans son réquisitoire, qui a duré presque 2 heures, le magistrat s'est attaché à retracer aux jurés les scènes qui ont amené à la rupture des époux. Il a parlé des injures proférées par Roger de Molène contre sa femme et rappelé la façon grossière dont il traitait sa belle-famille. Après avoir parlé de la vie de débauche que menait de Molène, il a abordé la scène de tentative de meurtre. Il soutient alors que Roger de Molène avait incontestablement l'intention de tuer sa femme et préméditer son crime. Que les coups de revolver tirés sur M. Boissin l'avaient été volontairement. L'avocat général termine en disant qu'il ne refuse pas le bénéfice des circonstances atténuantes, dont on ne connaît rien d'ailleurs, mais il demande au juré d'infliger au comte de Molène, quelle que puisse être sa situation sociale, le châtiment réclamé par la société en expiation du crime commis. À 19h, les jurés se retirent enfin pour délibérer. Il rapporte une demi-heure plus tard un verdict affirmatif sur la question de meurtre et de préméditation avec admission de circonstances atténuantes.
La cour d'assises de la Côte d'Or condamne finalement Roger de Molène à 10 ans de travaux forcés et 1 franc de dommages et intérêts envers la partie civile, ce que la pauvre Marthe avait demandé. Le président de la République, Jules Grévy, changera finalement cette peine en 7 puis 5 ans de réclusion. De Molène devait donc quand même avoir un peu de réseau. On ne sait rien de ce qu'il advient de Marthe Chanteau, si ce n'est qu'elle est à partir de ce moment-là bel et bien une femme divorcée. En revanche, ayant bénéficié d'une remise de peine de 6 mois par la grâce présidentielle du 14 juillet 1891, Roger de Molène est libéré de la prison de Melun et s'installe à Dijon où il fonde un journal, Le Rénovateur social. De nouveaux scandales lui vaudront ensuite un avis d'interdiction de séjour dans tout le département de la Côte d'Or et débutent alors pour lui des années d'errance entre l'Amérique et la Belgique dont il est expulsé quelques années plus tard. Il se remarie finalement en 1907, mais divorce à peine 2 ans plus tard. L'homme n'était clairement pas fait pour le mariage. Cette histoire était peut-être la plus sociale et la plus historique que j'ai pu vous raconter depuis le début de Crimes oubliés. J'espère qu'elle vous a plu. Pour faire vivre le podcast, laissez un commentaire sur Apple Podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, partagez votre saison préférée autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle saison de Crimes oubliés.